BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et tout de suite, on repart sur les marchés, les stratégies, les dynamiques de gestion avec Gérald Grant, gérant allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, une guerre commerciale qui réapparaît, les tensions avec la Chine qui reprennent le dessus. Est-ce que c'est un facteur aggravant au milieu d'un marché hésitant après le beau rebond auquel on a assisté? Est-ce que ça vient s'ajouter? Est-ce que ça vient compléter finalement cet environnement un petit peu embrouillé? Comment vous regardez ça, vous, au quotidien? Écoutez, c'est sûr qu'on vient rajouter encore un petit peu plus d'incertitude à la situation que l'on a maintenant depuis un peu plus de 2 mois, puisque c'est pas un facteur qui était, je dirais, le plus regardé depuis, on va dire, depuis l'accord de phase 1. On espérait que ça s'apaise un peu. On savait que Donald Trump allait continuer d'agiter un peu ce drapeau rouge ou orange en fonction de son humeur et de sa cote dans les sondages. Il est évident que dans un contexte où sa cote aujourd'hui est un peu plus faible, même s'il faut toujours prendre avec des pincettes les sondages au niveau des élections américaines, puisque parfois on a des surprises, on l'a vu d'ailleurs avec sa propre élection il y a 4 ans, il est sûr que dans le contexte actuel où l'économie va pas très bien, c'était pour lui le principal atout qu'il avait, et notamment avec des marchés qui étaient au plus haut. Alors là, certes, ça va mieux, comme vous le disiez, mais c'est important de remontrer pour lui que d'abord, il est le mieux placé pour relancer l'économie, il l'a dit. Personne d'autre que lui n'est mieux placé, selon lui. Et deuxième chose, de montrer qu'il est plus ferme avec la Chine et que la Chine n'est pas forcément un partenaire ou un concurrent, mais là, en ce moment, est plutôt un adversaire. Et du coup, c'est vrai que les disputes sino-américaines reviennent sur le devant de la scène, et c'est pas fini, puisqu'on a vu aussi au Congrès chinois cette nuit. Oui, parce que la corollaire de tout ça, c'est que le problème pourrait venir de la Chine, dans le sens où on a vu des perspectives économiques qui étaient quand même encore relativement, on va bien dire relativement faibles pour la Chine, et une Chine qui serait tentée de durcir le ton vis-à-vis de Hong Kong. Alors ça a été fait avec une nouvelle loi sur la sécurité, durcir le ton peut-être aussi vis-à-vis de Taïwan, et donc se retrouver face à 2 adversaires qui, mine de rien, règlent des comptes parce qu'ils ont des comptes électoraux à régler chez eux. Enfin, pas électoraux, pas pour la Chine, mais une forme de pression politique. Voilà, ouais. Donc ça peut être une dynamique qui perdure, en fait. Oui, c'est une dynamique qui peut perdurer. Alors vous disiez effectivement que la Chine ont donné des différentes mesures là dans ce plan, en tout cas lors de ce congrès. Il y a une chose qu'ils n'ont pas donnée effectivement, c'est une perspective de croissance du PIB. Finalement, c'est peut-être plus sage parce que effectivement aujourd'hui, ça va dépendre beaucoup de la façon dont l'économie globale va se reprendre, le rythme de reprise de la Chine, même si effectivement elle a 2 mois d'avance aujourd'hui par rapport aux pays développés. Pour le moment, elle est quand même très dépendante de la croissance et de la demande globale, et pour cela, c'est difficile d'évaluer un vrai niveau, ou un vrai à la chinoise, on va dire, niveau de PIB pour l'année en cours. Maintenant, c'est aussi l'occasion pour la Chine de relancer globalement son économie et aussi de relancer la demande de produits importés des États-Unis, qui peut être peut-être un moyen d'édulcorer un peu les tensions. Mais je pense que ça va probablement se ressentir de plus en plus dans les semaines qui viennent. C'est un peu ce que j'avais envie de vous parler aussi un peu de ça. C'est ce qu'on entend un peu depuis quelques mois sur les marchés, ce que Robert Shiller, le prix Nobel, appelle les narratives. Vous savez, c'est l'histoire de récits qui se succèdent les uns aux autres. On a beaucoup de récits qui se succèdent les uns aux autres. Alors, un des plus récents que l'on a eu, et on vous en a parlé sur vos antennes depuis quelques jours et même encore aujourd'hui, c'est par exemple Moderna. Moderna, aujourd'hui, effectivement, on a un espoir de vaccin. Lundi, on a une belle hausse du titre sur ces nouvelles-là. Et là, on a un nouveau récit. Et ce récit, il plaît au marché. Le lendemain, un article vient mettre peut-être un peu, je dirais, de bémol dans cette étude. Le titre se casse un peu la figure, mais finalement, le marché baisse pas autant que le titre lui-même. Donc le marché a augmenté autant que le titre Moderna. Enfin, autant non, parce que Moderna avait 25%, mais en tout cas, la dynamique était assez belle, mais en revanche, dans la hausse, le marché se tient mieux. Et on écoute des histoires, des récits, et les investisseurs ont besoin de récits aujourd'hui, pas que de chiffres. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec le coronavirus. Au début,
Le narratif, c'est juste une grippette. Ça permettait de justifier, de minimiser la pandémie. Ensuite, on a eu l'immunité de masse qui a permis de justifier que l'économie devait continuer à tourner. Encore un récit. Puis après, on a eu, il faut finalement essayer de suivre et d'aplatir la courbe des cas et des décès pour justifier qu'il fallait faire des confinements. Et maintenant, on a un autre narratif qui arrive, un autre récit qui est un vaccin va arriver et va guérir tout. Avec le corollaire qui est tout redeviendra normal une fois le vaccin trouvé. Ça, c'était ce qu'on commence à réentendre. Sauf que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que il y a quelques semaines, on se disait si jamais effectivement on trouve un vaccin et que tout cela passe, tout va repartir en V. Mais on se rend bien compte que c'est pas le cas et que certains secteurs vont rester à la traîne, que certains pans de l'économie vont être plus longs à repartir. Et là, ça va être une inquiétude pour le marché. Et au quotidien, pour un gestionnaire, ces narratives, est-ce que ces thèmes d'entreprise, ces thèmes de marché, est-ce que c'est quelque chose qui constitue une prime qu'on peut chiffrer, qu'on peut lisser sur plus ou moins long terme, ou c'est quelque chose qui est totalement imprévisible ? Alors, c'est assez imprévisible, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, c'est assez compliqué parce que, comme vous le savez, les fondamentaux pour des investisseurs comme nous chez Edmond de Rothschild, c'est de regarder le prix des boîtes, donc leur valorisation, leur perspective de croissance, tout ce que des gérants qui ne sont pas purement quant ou systématiques vous disent, que vous disent vos invités au fil des minutes sur votre plateau. On regarde les entreprises effectivement qui ont des potentiels de résistance en termes de croissance de résultats, de solidité des bilans, de cash flow. Ça, c'est ce qui va être effectivement important aujourd'hui. Mais il faut regarder quand même de plus en plus la valorisation parce que parmi ces valeurs, ces belles valeurs, et notamment, on en parle sans arrêt évidemment, des GAFAM, effectivement qu'elles ont des tas d'avantages, mais elles commencent aussi à devenir un peu chères. Donc on a envie de... Gérald Grande, j'ai l'impression qu'on vous a perdu. Schizophrène parce qu'on se dit que c'est cher, quoi. Ouais. C'est cher. Alors, on en veut, mais on fait attention. Justement, sur ce problème du coût, de la valorisation peut-être très très élevée du marché américain, je crois qu'on tourne autour de le ratio cours sur bénéfice doit tourner un petit peu au-dessus des 20 maintenant en ce moment. Est-ce que il y a pas un problème qui va se poser, qui est cette dichotomie, cette différence de valorisation entre des marchés américains très très chers, alors beaucoup à cause des GAFA et vous en avez parlé, mais aussi du fait que l'Europe est peut-être en retard de manière justifiée, injustifiée. Est-ce que vous pensez que là justement il y a un levier d'investissement à suivre? Je pense qu'en fait, il y a des excès des deux côtés. Pareil, vous disiez effectivement, comme je mentionnais les GAFAM, c'est vrai qu'il y a un biais très fort. Il faut avoir à l'esprit que depuis le début d'année, grosso modo, 50% des titres du S&P 500 sont encore à plus de moins 20% de baisse. Donc il y a une forte polarisation effectivement sur les certains secteurs et en particulier ces GAFAM, mais même le top 50 du S&P 500, donc grosso modo 10% du nombre de titres du S&P 500, logiquement, réalise plus de 50% du rebond que l'on a vu depuis le 23 mars. Donc c'est monstrueux. Donc il y a une polarisation qui n'existe pas en Europe. Pourquoi ? Parce que les secteurs qui sont les plus à la mode et qui ont le plus progressé ces derniers temps aux États-Unis, la technologie, la santé, ces secteurs que tout le monde regarde en ce moment, sont aussi très pondérés dans le S&P 500, ce qui n'est pas du tout le cas dans le stock 600. Le stock 600, la tech représente moins de 10%, on est autour de 6-7%. Donc forcément, même si la tech européenne venait à progresser fortement, et il n'y a pas beaucoup de valeur, l'impact sur le marché est très faible. Donc il y a cette différence qui est importante, ce qui fait qu'on a un S&P 500 qui, pondéré des capis, est largement meilleur que ce qu'il ne serait si on avait un indice équipondéré, ce qui est moins le cas sur le stock 600. Donc oui, il y a un espèce de phénomène, je dirais, de retard de l'Europe, mais il faut savoir aussi ce qu'on achète. Aujourd'hui, acheter de l'Europe, c'est acheter aussi plus de valeurs cycliques, c'est acheter plus de value, et la value, Dieu sait qu'en ce moment, c'est un gros mot dans la bouche de beaucoup de gérants. Alors nous n'en sommes pas là, on ne dit pas que c'est un gros mot, en revanche, on dit que dans la value, il y a des choses qui peuvent devenir intéressantes si on commence à avoir un rebond de l'économie, mais il y a aussi des choses qui nous semblent être un petit peu, j'ai utilisé un mot un peu excessif, mais un peu tankées pour un bon moment. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière en 99, on parlait de la Russie qui n'était pas chère parce que ça avait un PE de 4, sauf que c'est resté avec un PE de 4 pendant des années. Donc c'est bien beau de ne pas être cher, mais il faut qu'il y ait un catalyseur pour que ça se revalorise. Et donc, on a tendance, et encore une fois, je reviens sur cette schizophrénie, des gens à vouloir, détenir de la croissance,
mais deux, en même temps, être conscient qu'il faudrait diversifier un peu ses positions sur des valeurs de croissance parce que leurs portefeuilles sont de plus en plus biaisés sur un style qui ne fait que monter. Et là, il y a effectivement un risque en cas de retournement. Alors, une des solutions, c'est peut-être de regarder aussi au sein de la croissance des valeurs qui sont peut-être un peu moins pricées ou qui ont peut-être pas cette aura qu'ont les rapid growers, comme disent nos amis anglo-saxons. Et ça pourrait être quoi comme valeur, par exemple ? Je sais, par exemple, si on regarde aux États-Unis, on a, dans certains portefeuilles que l'on gère, on a une ligne d'une valeur qui s'appelle Chegg, qui est une boîte qui est regardée pas mal par un des gérants de mon équipe. Chegg, c'est une société qui est dans tous les systèmes d'éducation à distance, donc l'apprentissage en ligne, etc. Et vous verrez, c'est assez logique. On l'a depuis avant cette histoire de coronavirus, parce qu'on l'utilise notamment dans un fonds tourné vers l'avenir, on va dire, pour faire simple. Et ce Chegg, effectivement, profite totalement de cette crise qui nécessite de se tourner vers de nouveaux besoins d'éducation et de nouveaux modes éducatifs. Donc ça, c'est une valeur typiquement qui est beaucoup moins connue. Une autre qu'on aime bien aussi au sein des équipes, c'est Trimble. Trimble, c'est une boîte qui fait grosso modo de la mesure de précision sur de la géolocalisation. Donc typiquement, une des utilisations de cette boîte, c'est typiquement, on va dire, un agriculteur qui souhaite mapper tout son champ, savoir où est-ce qu'il faut mettre plus ou moins d'engrais, de pesticides ou autres, et il va pouvoir faire des économies en termes d'utilisation de produits, mais aussi utiliser peut-être un peu moins ces engrais et participer aussi à la transition verte. Donc il y a plein de boîtes comme ça qui peuvent être intéressantes. Là, on a parlé des US, mais on pourrait aussi parler d'Europe. Mais voilà, aux US, c'est ça, par exemple. Mais précisément, j'allais vous dire, du côté européen, il ne faut pas oublier... Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'orientation sectorielle des valeurs américaines qui fait que forcément, c'est un marché qui se paye plus cher. Du côté européen, il n'y a pas que les secteurs. Il y a aussi les dynamiques de politique monétaire, des différences entre la Fed et la BCE qui orientent ces valorisations. Mais parmi les valeurs européennes, il y a aussi des opportunités en fonction de ça. Oui, bien sûr, il y en a. On parlait du secteur de la santé, il y en a. On a dans nos portefeuilles des valeurs comme Siemens Healthineers qui fait à la fois du diagnostic, l'imagerie, il y a des choses très intéressantes. Mais on sait très bien que, par exemple, en Europe, la technologie européenne, si je caricature un peu, je l'ai déjà dit sur vos antennes, c'est le luxe. Et aujourd'hui, le luxe, évidemment qu'on aime le secteur du luxe, qu'on en a un peu dans nos portefeuilles, mais il n'empêche qu'on est conscient que le luxe aujourd'hui a un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête sur la vigueur de la reprise globale, parce que c'est quand même très dépendant de ce qui se passe au niveau mondial et pas uniquement en Europe, évidemment. Donc, mais ces valeurs sont superbes. Après, c'est une question de valorisation et de momentum sur les résultats. Mais il y a des belles choses en Europe, mais il faut être conscient, encore une fois, que quand on achète de l'Europe, et c'est ce qu'on est en train de regarder dans nos portefeuilles, peut-être de remettre un petit peu aussi d'Europe, mais de l'Europe au sens large, pas forcément aller chercher de la cyclicité pure. Quand on achète de l'Europe, on achète plus de cycle et plus de value. Est-ce qu'on en veut aujourd'hui beaucoup ? Je suis pas certain. On en veut peut-être un peu plus qu'avant, mais peut-être pas un rééquilibrage pur entre ces belles valeurs de croissance et ces valeurs qui sont vraiment value, comme l'automobile ou d'autres secteurs dont on a honnêtement pas tellement envie pour le moment. Ouais, surtout en ce moment, ça c'est sûr. Dernière chose, c'est vrai que on parle justement de cette tech européenne qui pèse pas bien lourd dans les indices, vous l'avez dit, aux alentours de 10%. Malgré tout, est-ce que ça pourrait ne pas être la dynamique à suivre, dans le sens où, encore une fois, côté américain, on a l'impression que ça n'arrête pas de grimper, mais se pose le problème de la valorisation. Est-ce que vous pensez justement qu'une nouvelle gestion de reprise, ça pourrait être justement de miser sur la tech européenne ? Je pense à des Worldline, je pense à toutes les sociétés spécialisées dans la numérisation pour entreprises, qui est en plein boom et qui va continuer à grimper avec le contexte actuel. Vous ne pensez pas qu'il y a des opportunités là-dessus aussi à ce niveau-là ? Il y a certainement, oui, bien sûr, il y a certainement des jolies choses à voir. Malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, c'est que les gérants qui sortent de leur zone de confort, et cette zone de confort, je la définirais par leurs indices de référence, et malheureusement, les gros encours sont sur des gérants qui gèrent très proches des indices.
parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Du coup, ils regardent moins cela. Tant mieux pour d'autres géants, tels que nos sociétés de gestion, qui ont la chance de pouvoir s'éloigner un petit peu de ces indices et effectivement d'aller chercher des opportunités comme vous les mentionnez. Mais il n'y aura pas forcément un engouement global et total si ces valeurs-là n'arrivent pas à croître aussi et peut-être passer d'indices plus, je dirais, confidentiels, small ou mid cap, vers des indices un peu plus larges. Bon, je crois qu'on vous a perdu, Gérald Grant, mais on avait terminé de toute manière. Merci d'avoir été avec nous, gérant allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Merci d'avoir été avec nous.